Depuis 14 ans, le Paris Saint-Germain aligne les titres sur la pelouse, mais reste bloqué face à un problème terre-à-terre, celui de son propre stade. Le Parc des Princes ne compte que 48 000 places, quand ses rivaux européens jouent dans des enceintes de 70 000 à 90 000 sièges. Depuis le rachat du club par le fonds qatari QSA en 2011, cette ambition sportive s'est heurtée à un obstacle simple, celui d'un stade qui ne lui appartient pas. Plus d'une décennie de tensions avec la mairie de Paris a suivi, marquée par des menaces de départ et une dizaine de villes candidates. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment ce conflit est né, pourquoi Massy et Poissy sont devenues les deux grandes candidates pour un stade neuf, quels obstacles ont fragilisé ces deux projets et pourquoi le Parc des Princes pourrait finalement rester la maison du club. Tout commence avec l'arrivée de QSI à la tête du club en 2011. Le nouveau propriétaire investit massivement dans l'effectif et transforme le Paris Saint-Germain en prétendant régulier à la Ligue des Champions. Mais le stade, lui, reste figé dans son époque. Construit en 1972 et propriété de la ville de Paris, le Parc des Princes est loué au club dans le cadre d'un bail de longue durée, prolongé jusqu'en 2043. En 2013, un premier accord permet au club de financer environ 75 millions d'euros de travaux avant l'Euro 2016, ce qui améliore le confort et la capacité d'accueil. Mais la question de fond demeure entière, celle de la propriété. Entre 2018 et 2021 déjà, club et mairie discutent d'un possible agrandissement à 60 000 places, sans jamais aboutir à un accord solide. Coincé entre un quartier résidentiel dense et le périphérique parisien qui passe littéralement sous ses tribunes, le parc ne peut pas grandir au-delà de ce seuil sans une reconstruction quasi totale, une contrainte que les propres experts de la ville reconnaissent depuis des années. En janvier 2023, la maire de Paris de l'époque, Anne Hidalgo, ferme la porte de façon catégorique, affirmant que le stade n'est pas à vendre et ne le sera jamais, le qualifiant de patrimoine exceptionnel des Parisiens. Le club répond en évoquant même un temps une candidature pour reprendre le Stade de France. Le ton monte encore en février 2024, lorsque le Conseil de Paris vote formellement contre toute cession, poussant le président du club, Nasser Al-Khelaifi, à annoncer publiquement, en marge d'un congrès de l'UEFA, que le PSG va quitter le Parc des Princes après des années de négociations gâchées. À partir de cet instant précis, le club ne se demande plus s'il doit partir, mais où il doit désormais construire sa nouvelle maison, et une véritable course s'engage entre les communes de la région parisienne. Plus d'une dizaine de villes se manifestent en quelques mois à peine, certaines avec une grande discrétion, d'autres avec de véritables campagnes de communication, clips promotionnels et anciens joueurs à l'appui. Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, Ris-Orangis, en Essonne, avec l'ancien hippodrome de la ville, ou encore Saint-Quentin en Yvelines, qui met en avant son expérience acquise lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, figurent parmi les prétendants les plus visibles. Le club fixe alors 3 critères non négociables pour trancher entre toutes ces offres: l'accessibilité pour les supporters, la proximité avec son centre d'entraînement et l'usage de terrains déjà urbanisés plutôt que de nouvelles terres agricoles. Ce filtre élimine progressivement la plupart des candidatures jusqu'à ce que le PSG annonce, en juin 2025, ne retenir plus que 2 finalistes, Massy en Essonne et Poissy, dans les Yvelines. Quelques mois plus tard, en octobre 2025, le club pousse même la démarche jusqu'à consulter directement plus de 90 000 supporters et abonnés sur leurs attentes concernant ces 2 sites, une consultation dont le Parc des Princes est alors totalement exclu, preuve que l'option parisienne semblait à ce moment-là définitivement écartée. Mais la donne change brutalement en mars 2026, lorsque les élections municipales portent à la tête de Paris un nouveau maire, Emmanuel Grégoire, ouvertement favorable à la vente du stade, contrairement à sa prédécesseur. Dès avril, le Conseil de Paris lui donne mandat pour négocier, rouvrant en quelques semaines seulement un dossier que tout le monde pensait clos. L'idée qui guide tout le projet dépasse largement la simple envie d'avoir plus de sièges. Ce que veut réellement le PSG, c'est devenir propriétaire de son enceinte afin de pouvoir investir librement sans dépendre du bon vouloir d'une collectivité à chaque décision, et transformer ce lieu en un complexe ouvert presque toute l'année, mêlant boutique, restauration, spectacle et loisirs, à la manière du Sophie Stadium de Los Angeles, du Kai Tak Sports Park de Hong Kong ou du stade de Tottenham à Londres, 3 références étudiées de près par les dirigeants du club lors de leur déplacement. 2 chemins s'offrent alors au Paris Saint-Germain, comme 2 façons différentes d'agrandir une maison devenue trop petite pour la famille qui y vit, soit pousser les murs existants au prix d'une rénovation spectaculaire, soit tout reconstruire ailleurs sur un terrain vierge. Dans le premier cas, il s'agit de conserver l'âme du Parc des Princes tout en visant une capacité proche de 70 000 places, pour un investissement annoncé autour de 500 millions d'euros, financé uniquement si le club en devient enfin propriétaire.
Dans le second cas, un stade totalement neuf pourrait accueillir entre 65 000 et 90 000 spectateurs, pour un coût total estimé à près de 1 milliard d'euros, un chiffre qui donne à lui seul la mesure de l'ambition parisienne pour la décennie à venir. 4 éléments distinguent particulièrement ce dossier de la plupart des projets de stades menés ailleurs en Europe. Le premier concerne le site de Massy, à seulement 15 km au sud de Paris, sur un terrain baptisé la Tuilerie et lié à 2 grands acteurs fonciers, le groupe Carrefour et le promoteur Altarea. Construire ici reviendrait à créer, autour d'un simple stade, un véritable nouveau quartier, presque aussi vaste qu'un centre-ville entier, connecté aux futures lignes du Grand Paris Express et pensé pour absorber des dizaines de milliers de spectateurs sans paralyser la commune les soirs de match. Le deuxième élément est le site de Poissy qui présente un avantage très concret, puisque le PSG y possède déjà son centre d'entraînement ultra-moderne, le campus PSG inauguré quelques années plus tôt. Construire un stade juste à côté reviendrait presque à agrandir une maison dont on possède déjà le jardin, en mutualisant une partie des infrastructures et des équipes déjà sur place. Le troisième élément est l'option de la rénovation du Parc des Princes lui-même, qui s'apparente à la restauration d'un monument historique plutôt qu'à sa démolition, puisqu'il s'agirait de préserver l'âme d'une enceinte vieille de plus de 50 ans, tout en portant sa capacité vers 70 000 places, grâce à des prouesses d'ingénierie sur une structure particulièrement contrainte par son environnement urbain immédiat. Le quatrième élément, commun aux 3 scénarios, est ce fameux concept de complexe multifonction ouvert toute l'année, qui changerait la nature même du lieu, transformant une enceinte utilisée une dizaine de fois par mois en un espace vivant presque tous les jours, un peu comme un centre commercial qui accueillerait aussi de temps en temps des matchs de football et des concerts. Mais chacun de ces 3 scénarios porte ses propres obstacles, parfois financiers, parfois politiques, parfois purement techniques. À Massy, le projet ne fait clairement pas l'unanimité. Une partie des habitants et de l'opposition municipale redoutant les nuisances liées au chantier puis aux jours de match, avec des retombées économiques jugées incertaines par certains élus locaux, au point que le maire de la ville a promis d'organiser un référendum en cas de réélection lors des municipales de mars 2026, une promesse accueillie avec une certaine perplexité du côté du club. À Poissy, l'accueil a semblé plus favorable dans un premier temps, selon la presse locale, mais les 2 communes partagent un même défi financier de taille, celui du coût des infrastructures à créer autour du futur stade, routes, transports en commun et parking, des investissements qui se sont révélés bien plus lourds que prévu au fil des études menées avec les collectivités concernées. Du côté du Parc des Princes, l'obstacle est différent, il s'agit avant tout d'une question de prix et de patrimoine. La première offre du PSG, évaluée à 38 millions d'euros pour un stade de 48 000 places, ayant été jugée peu respectueuse par des élus parisiens en plein 16e arrondissement, l'un des quartiers les plus prisés de la capitale. S'y ajoute une contrainte technique majeure, puisque agrandir un stade encerclé par des immeubles d'habitation et traversé par le périphérique impose des solutions d'ingénierie complexes, sous le regard attentif des héritiers de Roger Taillibert, l'architecte historique du lieu, peu enclin à voir son œuvre profondément dénaturée. Un nouvel acteur est même entré récemment dans l'équation, le club voisin du Paris FC, qui s'est dit intéressé pour reprendre le Parc des Princes si jamais le PSG choisissait finalement de partir pour de bon vers la banlieue. Ce qui sépare encore ce dossier d'une décision définitive, c'est un accord ferme sur le prix de vente du parc, la sélection finale d'un site unique parmi les 3 en lice, l'obtention des autorisations nécessaires et le montage financier complet. Le tout attendu par le club avant l'automne 2026. Ces derniers mois illustrent d'ailleurs à quel point ce dossier reste mouvant. Début avril 2026, le directeur général du club rencontre directement les maires de Massy et de Poissy pour leur assurer que leur projet reste bien vivant, transformant ce qui ressemblait à un duel à 2 en un véritable arbitrage à 3 options menées en parallèle. Fin juin, un premier comité de pilotage entièrement consacré à l'avenir du Parc des Princes réunit pour la toute première fois la mairie de Paris et le club autour d'une même table, un signal fort envoyé aux 2 autres villes candidates, désormais placées en position d'attente. Pendant ce temps, la nouvelle saison de championnat s'ouvre malgré tout au Parc des Princes fin août, un rappel utile que, quelle que soit l'issue de ce dossier, aucun changement de décor ne se fera du jour au lendemain. Sur le plan politique, le nouveau maire de Paris avance avec une certaine prudence, conscient que ce dossier reste hautement sensible pour les Parisiens. Sa position se veut plus nuancée qu'un simple feu vert, puisqu'il propose au club 2 formules bien distinctes,
soit une vente strictement encadrée avec un droit de préemption maintenu pour la ville, soit un nouveau bail renforcé qui donnerait au PSG davantage de droits sans transfert complet de propriété. L'objectif affiché étant de parvenir à un accord avant la fin de l'année 2026. Du côté des supporters, l'attachement au Parc des Princes reste un paramètre que ni le club ni la mairie ne peuvent totalement ignorer, plusieurs collectifs ayant exprimé publiquement leur souhait de voir l'équipe rester dans ce stade chargé d'histoire plutôt que de s'installer dans une enceinte flambant neuve mais sans âme, en lointaine périphérie. Quel que soit le site finalement retenu, les conséquences dépasseront largement le seul monde du football. Si le Parc des Princes est rénové, le club conservera son ancrage historique dans le 16e arrondissement, préservant à la fois l'économie locale liée aux jours de match, hôtels, restaurants et commerces autour du périphérique, et une culture de supporters bâtie depuis plus de 50 ans autour de ce lieu précis, avec un attachement affectif que les ultras du club n'ont jamais caché publiquement. Si Massy ou Poissy l'emportent, en revanche, ce sont deux villes de banlieue d'environ 50 000 habitants qui basculeraient soudainement au centre d'un vaste pôle sportif et économique, avec le risque, souligné par plusieurs observateurs de l'aménagement urbain, de voir certaines nuisances autrefois concentrées dans la capitale se déplacer simplement vers sa périphérie, sans garantie que les retombées économiques promises suivent au même rythme. Concrètement, les familles installées près de l'un des deux sites finalistes pourraient ne voir leur quotidien transformé par de nouvelles lignes de transport, de nouvelles routes ou de nouveaux commerces, un peu comme les quartiers autour du Stade de France ont changé de visage après son ouverture en 1998. Dans tous les cas, la capacité du futur stade, qu'elle atteigne 70 000 places dans une version rénovée ou jusqu'à 90 000 dans une version neuve, replacerait le Paris Saint-Germain parmi les toutes premières enceintes du football européen, avec un potentiel de revenus de billetterie et d'hospitalité largement supérieur à celui d'aujourd'hui. Un facteur devenu presque aussi stratégique que les résultats de sportifs eux-mêmes pour rester compétitifs face aux plus grands clubs du continent. Et vous, qu'en pensez-vous de l'idée que le Paris Saint-Germain reste finalement au Parc des Princes plutôt que de construire un stade totalement neuf en banlieue parisienne? Dites-le en commentaire. Ceci est la chaîne La Grande Construction. Laissez un like, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.